La chronique insolite de Christian Page. Bonjour. Salut Bernard. Alors, on va commencer par une histoire de trou noir. Oui, une histoire de trou noir. On est dans le mythe. Ici, un mythe qui va un peu se dégonfler. J'imagine que tu as déjà entendu parler de l'hyperespace. Ouais, je ne sais pas si tu es un fan de science-fiction, mais en fait, cette idée-là de l'hyperespace, elle a été énormément récupérée dans l'univers de la science-fiction, tant dans la littérature qu'au cinéma. Et en fait, le principe s'est surtout développé à partir des années 60 avec une vision, disons, théorique des trous noirs. Les trous noirs, ce sont des objets excessivement mystérieux qui sont dans l'univers. L'hypothèse, disons, dominante dans le domaine de l'astrophysique, il serait provoqué par l'effondrement d'une étoile. On n'entrera pas dans un cours d'astrophysique, mais bon, l'étoile, il y a deux façons dont les étoiles disparaissent, ou bien elles explosent et deviennent des supernovas, ou leur densité est telle qu'au moment où elles explosent, elles n'explosent pas réellement, elles implosent, et à force d'imploser sur elles-mêmes, leur densité, ce sont des objets qui deviennent tellement denses qu'ils vont déformer le tissu de l'espace. Ils provoquent une espèce de trou dans le tissu cosmique, et leur force gravitationnelle attire tout ce qui passe à proximité, incluant la lumière. Donc, ce sont les trous noirs. Et dans la littérature de science-fiction, à partir des années 60, comme c'était des objets très mystérieux, on imaginait des vaisseaux spatials qui pourraient pénétrer dans ces trous noirs et déboucher sur d'autres régions de l'univers. Comme si les trous noirs, quelque part, devenaient des espèces de tunnels. Certains ont même baptisé ça des trous de verre qui auraient permis à une zone A de l'univers de communiquer avec une zone B de l'univers. Il y a quelques épisodes de Star Trek qui utilisent le trou noir, non? Voilà. Et en 2016, il y a un film de Christopher Nolan qui s'appelait Interstellar. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là. Oui, très bien. Et dans ce film-là, un vaisseau spatial entre justement dans un trou noir. Et tout ça a donné une idée à des chercheurs au département de physique de l'Université du Massachusetts à Dartmouth. Ces gens-là se sont penchés de manière, disons, théorique, bien sûr, mais également très scientifique, en fonction de nos connaissances actuelles de l'univers et de l'astrophysique, et se sont penchés sur la question, est-ce que tout ça serait possible? Parce que jusqu'à maintenant, le consensus était que si un vaisseau entrait dans un trou noir, la force gravitationnelle serait tellement grande que le détruirait. Toutes les particules du vaisseau seraient attirées vers cette étoile. Et il faudra peut-être changer notre opinion là-dessus, parce que les chercheurs arrivent à la conclusion que ce n'est pas du tout ce qui se produirait. En fait, un objet qui tomberait dans un trou noir, et là je te cite, à rotation, ne subirait aucun effet vraiment physique ou perceptible. Donc, le vaisseau serait simplement entraîné par la force gravitationnelle de l'étoile sans que le vaisseau lui-même, ne soit incommodé par cette force gravitationnelle. Et comme il est dans le vide, il se déplacerait évidemment à des vitesses vertigineuses, peut-être même des vitesses supérieures à celles de la lumière, et pourrait éventuellement sortir à un autre endroit de l'univers, reliant le point A au point B. Ah ben... Tu comprendras, Bernard, qu'ici, on est dans le domaine de la physique théorique. Ce n'est pas demain qu'on va se mettre... mais c'est des astrophysiciens, c'est pas des futurologues, là. C'est des astrophysiciens de l'Université du Massachusetts, c'est ça? Le département de physique de l'Université du Massachusetts à Dartmouth. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que là, on n'est pas en présence de quelques illuminés qui nous lancent n'importe quelle théorie comme ça en l'air, mais réellement, en s'appuyant sur les données actuelles du monde de l'astrophysique, on est en train d'un peu de changer notre vision de ce qu'est le trou noir et quelle serait un peu la perspective de pénétrer à l'intérieur d'un trou noir, quelle serait la perspective pour des voyageurs de l'espace de pénétrer dans l'un de ces trous noirs. C'est fascinant, cette idée-là. Et en fait, ce qui est fascinant, Bernard, et tu en conviendras avec moi, depuis les 15 ou 20 dernières années, les découvertes qui ont été faites dans le domaine de l'astrophysique et de l'astronomie nous ouvrent une nouvelle porte sur une nouvelle vision de l'univers et du monde qui nous entoure. Absolument. Non, je suis très content que tu nous parles de ça, parce que justement, on se rend compte à quel point les connaissances scientifiques actuellement là sont en train de nous amener vraiment ailleurs. En fait, récemment, je faisais une conversation avec un astrophysicien qui me disait, on a l'impression qu'on sait beaucoup de choses dans le domaine de l'astrophysique, mais quand on regarde les mystères de l'univers, on s'aperçoit finalement qu'on ne sait pas grand-chose. C'est clair. On est toujours à faire de nouvelles découvertes. Alors, parlons maintenant. Alors, tu nous amènes vraiment ailleurs, là.
Tu nous amènes chez Rasputin. Voilà, un grand mythe, en fait, qui a été énorme. C'est un personnage, je le situe pour les gens. C'est une espèce, on dit, on l'appelle le moine fou. C'est un personnage un peu mystique qui vivait au début du 20e siècle. Et on a raconté beaucoup de choses à propos de ce Rasputin. C'était un débauché, disait-on. C'était un individu qui avait une ascendance, apparemment, sur le royaume du tsar de Russie, Nicolas II. On l'a diabolisé à la fois au cinéma. On ne compte plus le nombre de films qui ont repris Rasputin. Et rappelle-toi de ceci, on l'a même diabolisé en chanson. Ouais, OK. Mais là, et ce qui est amusant dans cette chanson, c'est qu'on nous dit Rasputin, c'était l'amant de la reine de Russie, en fait la tsarine Alexandra. Aujourd'hui, heureusement, grâce à la découverte, parce qu'on comprend que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs, c'est la révolution bolchevique, c'est Lénine. On a beaucoup cherché à diaboliser le régime en place du tsar, et beaucoup également les gens qui étaient autour du tsar, dont Rasputin. On sait aujourd'hui que l'influence de Rasputin a été minimale, sinon inexistante, sur le régime en place, et on a beaucoup diabolisé le personnage. Quoi qu'il en soit, on ne connaît de Rasputin qu'une seule descendance, l'une de ses filles, Maria, qui est décédée en 1977, qui a écrit d'ailleurs un excellent ouvrage dans les années 70 qui s'intitulait « Rasputin, mon père », dont elle donnait une vision, disons, beaucoup plus réelle du personnage plutôt que de la version que ses ennemis entretenaient. Okay, c'est un moine qui a eu un enfant. En fait, il y en a eu 4 enfants, un enfant qui est mort-né. Les 2 autres sont morts en bas âge, dans la trentaine, la vingtaine. Drôle de conception de son... C'est son rôle de moine. Mais en fait, ce n'était pas vraiment un moine. C'était plutôt un aventurier mystique, hein. Okay. Donc, pas vraiment un moine appartenant, disons, à un ordre quelconque. Quoi qu'il en soit, depuis le début de l'année, on est à peine à la mi-janvier, et déjà depuis le début de l'année, la presse et les médias russes se fascinent pour un personnage. Et là, écoute, je vais sûrement faire une sorte de lapsus sur le nom, mais le titre s'appelle Viktor Prolobuchtikov. Oh, ça sonne correct. Prolobuchtikov. Et ce monsieur Prolobuchtikov, c'est un homme âgé d'à peu près 70 ans. Il a un look à la Rasputin, donc on l'imagine un peu cheveux longs, grande barbe, mais là où ça détonne beaucoup, c'est qu'il affirme être le petit-fils illégitime de Rasputin. Alors que jusqu'à maintenant, même si on disait de Rasputin qu'il était débauché, on ne lui connaissait qu'une seule descendance via sa fille Maria. Et là, les médias russes se fascinent pour ce personnage. Et là, tu comprendras que le nom de Rasputin, comme on est très loin du régime bolchevique, on peut maintenant le réutiliser parce que les enfants de Rasputin ont dû fuir la Russie au moment de la révolution bolchevique. Et là, l'affaire a pris de telles proportions que la descendante officielle de Rasputin, Laurence Huot Soloviev, qui vit aux États-Unis, a fait donc un voyage jusqu'en Russie pour donner un échantillon de son ADN pour qu'on puisse vérifier si le monsieur Protolupchikov est réellement le descendant de Rasputin. Et les premières analyses en ce moment semblent démontrer qu'il y a à peu près 22% on parle ici de l'ADN mitochondrial, donc l'ADN qui est transmis, le code génétique transmis uniquement de la mère aux enfants, et on a à peu près 22% de correspondance. Ce qui fait donc de M. Prolojupstikov, encore une fois, pardon pour l'énoncé du nom, il pourrait peut-être être le fils illégitime de Rasputin, mais il faut dire que cette correspondance ADN pourrait correspondre à des milliers d'autres gens de Russie. Donc, ce n'est pas suffisamment déterminant pour arriver avec la certitude qu'il s'agit du petit-fils de Rasputin. Et quoi qu'il en soit, on en parle beaucoup, et ça ramène sur l'avant-scène ce personnage historique qui était tout à fait fascinant. Oui. C'est un personnage mythique. Tu as bien raison. Absolument. Mais dont tu nous as relativisé l'importance historique, mon cher Christian Absolument. Page. Je te remercie. Je en profite pour remercier également Mario Langlois qui a pris la relève à la console aujourd'hui. Merci à Maryse Duchesneau, Alexandra Marcoux, Larry Dufresne, François Arnaud aussi qui nous a donné un petit coup de main cette semaine. Bonne fin de semaine, les auditeurs. Prenez soin de vous. On se reparle lundi.